pour avancer ça. Hein. Bonjour tout le monde, bonjour à les personnes en ligne. Donc, aujourd'hui, je vais vous... Alors, j'ai traduit en français rapidement, donc sûrement il y aura plein de fautes. Hein. C'était des slides en anglais, il y en a quelques-unes, mais la majorité ont été traduites en français. Sur une présentation que j'ai eu l'occasion de donner l'an dernier quand j'étais en sabbatique dans plusieurs endroits. Je vais pratiquement parler je vais utiliser les données de méthane qu'on avait mesurées dans les eaux souterraines des basses terres du Saint-Laurent. C'était un projet qui était financé par les FQRNT par le ministère de l'Environnement via les FQRNT en 2012-2013. Et je vais utiliser ces données pour faire des calculs très simples, donc il n'y a rien de très compliqué là-dedans, sur les émissions, les flux de méthane qu'on peut s'attendre dans des bassins versants, dans des régions où on sait qu'il y a une présence de méthane en profondeur, donc en source. Dans ces cas-là, ici dans les basses terres du Saint-Laurent, on a deux roches-mères potentielles pour du méthane, l'échelle de l'Utica et l'échelle de Lorette, qui on a ordovicienne, et voir un peu qui sont les émissions naturelles potentielles qu'on peut avoir dans ce type de bassin. Et je vais faire aussi une comparaison avec des émissions théoriques qu'on aurait pu avoir ici dans les basses terres si on avait fait la fracturation hydraulique, donc on allait exploiter les gaz d'échelle, donc les shales gazifières, comme on a traduit maintenant en français. Je ne vais pas parler des calculs d'émissions des flux de ce qu'on appelle en anglais les fugitive gases, les gaz fugitifs, c'est-à-dire les gaz qui sont perdus. On va voir avec un slide pendant la production d'un champ, parce que c'est extrêmement compliqué déjà sous les champs en opération, et serait encore plus dans un endroit où il n'y a pas de tout pratiquement de fracturation hydraulique, où il y a eu très peu et il n'y a pas d'exploitation actuelle. Je ne sais pas si vous... La période de questions à la fin, hein, c'est ça. Alors, c'est juste pour remercier donc les données que je vais utiliser. Donc, ça a été sorti de ces travaux qu'on avait fait avec l'UQAM et l'INRS sur donc les basses terres, donc les différents collaborateurs. Les données que je vais vous présenter dans la première partie concernant les concentrations du méthane étaient dans la maîtrise d'Ania, qui a travaillé donc spécifiquement sur ces projets. Donc, je vais parler un moment pourquoi dans les zones qui sont exploitables pour les shale gaz où on fait des travaux préparatoires pour connaître qui sont les concentrations naturelles du méthane, on peut utiliser pour essayer de quantifier des flux de méthane sortant du continent. Quel type de flux naturel et anthropogénique on peut se retrouver dans le bassin versant. Une petite revue sur les résultats qu'on avait obtenus de ces projets sur le méthane dans les eaux de basse terre du Saint-Laurent. Si vous voulez avoir plus de détails, il y a sur le site du ministère, il y a les rapports complets et une partie des données que vous verrez ont été publiées sur un journal scientifique. L'évaluation des différents flux de méthane et avec des comparaisons dans d'autres endroits de la planète où on a fait des travaux similaires. Très peu. Alors, pourquoi on veut connaître les flux, les émissions des méthanes? Alors, je vous rappelle que les méthanes, c'est les troisièmes en importance par les concentrations de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Les autres deux, c'est les vapeurs d'eau et la CO2. Donc, actuellement, il y a 1803 ppb dans la concentration. C'est une concentration moyenne, hein, bien sûr. Ça varie beaucoup entre les puits et les sources de méthane dans l'atmosphère. Et par contre, cette concentration est la plus élevée qui a été jamais enregistrée dans les dernières 800 000 ans. Et ça, c'est des données qui viennent des concentrations de méthane qui sont enregistrées dans les carottes de glace, en particulier les carottes groenlandaises ou en Antarctique. Et donc, c'est un gaz qui, dans les passés géologiques, peut-être, il a joué un contrôle. Il y a eu un contrôle sur des variations à court et moyen terme du climat. Certains, ils suggèrent que les fameuses maximums thermiques qu'on a eu entre les passages paléocène et Éocène, il y a 50 millions d'années, 40 millions d'années, c'était dû à l'émission d'énormes quantités de méthane provenant des gaz hydrates, provenant des plateformes nord-américaines qui avaient émis énormément de gaz et donc qui avaient réchauffé l'atmosphère pendant certaines périodes. C'est juste des hypothèses. Et certains ils suggèrent que, en revanche, l'élargage des grosses quantités de
gaz hydrate contenant du méthane est revanche sous la plateforme continentale norvégienne à travers un énorme éboulement sous-marin, cette Storega, qu'on peut retrouver, qui va de la Norvège jusqu'au nord de la mer Arctique. Et il aurait pu avoir eu un rôle dans le refroidissement relatif il y a 8200 ans. Et après, parce que les sources géologiques du méthane, c'est-à-dire les méthanes qui sont naturellement sous les continents, ces sources ont été souvent ignorées. Même l'IPCC, jusqu'à l'avant-dernier rapport, il tenait pas compte des sources géologiques du méthane dans ses modèles climatiques. Maintenant, il les prend en compte, surtout avec les travaux d'une décennie fait par Giuseppe Etiope à l'INGV, à l'Institut national des géophysiques et volcanologie à Rome, qui est un peu l'expert mondial des sources du méthane. Alors, comme je disais, cette zone, alors récemment, dans les dernières 3-4 ans, avec l'explosion des problèmes environnementaux sur l'exploitation des shale gaz, des shale gazifères, on allait étudier, avant toute possible exploitation, qui étaient les concentrations naturelles dans les eaux souterraines. Et dans ces endroits, donc, qui ne sont pas perturbés par l'exploitation, on peut faire des calculs des quantités de gaz, des flux et d'émissions de gaz dans ces régions. Alors, pour le moment, encore aujourd'hui, il y a peu d'études. Il y a une autre étude qu'on a fait ici dans les basses terres du Saint-Laurent, avec 130 puits d'eau qui ont été analysés. Et dans l'Ontario, il y a un gros travail de revue avec 2000-3000 puits, parce que l'Ontario, surtout le sud de l'Ontario, avec l'Université Waterloo, ils ont un database géochimique des eaux qui est énorme, mais en réalité, ils sont allés mesurer les méthanes qui ont 36 puits, donc c'est ça vraiment nouveau. Dans l'État de New York, il y a aussi une 30-40 puits qui ont été étudiés pour les méthanes, et seulement très récemment, les groupes de laboratoire d'isotope stable de Bernard Mayer, il a fait un gros travail de revue et a été analysé les méthanes dans 186 puits dans la province de l'Alberta. Et après, il y a un gros projet national de l'Angleterre, de la British Geological Survey, lequel je n'entends parler John Wooden, son chef depuis plusieurs années, de couvrir la moitié de l'Angleterre sur ces études. En réalité, à part 2 études anciennes qui ont été intégrées, pour le moment, personnellement, je n'ai pas encore vu sortir des données provenant de cette étude. Je ne sais pas à quel point a été cette étude de faire une couverture plutôt nationale des émissions de méthane dans les eaux souterraines. Alors, quelques mots sur les shale gas, sur les shale gazifères et sur donc pourquoi il y émet beaucoup de méthane, qui sont les problèmes liés, pourquoi donc on fait ce type d'études, pour après passer sur les résultats de cette étude et après sur les calculs de flux. Alors ça, c'est l'image qui vient bien sûr pas des basses terres du Saint-Laurent, mais c'est dans la Pennsylvanie, donc une des tours des rigs de forage horizontaux pour l'exploitation des shale gaz. Donc c'est une ressource, c'est comme nous on appelle la géologie du pétrole non conventionnelle, qui est répandue sur toute la planète. Donc si on regarde un carte qui est un peu vieille, on voit qu'il pratiquement partout on a des bassins sédimentaires et donc on a un potentiel pétrolier, on a aussi un potentiel shale gaz. Et les grands joueurs actuels, c'est les États-Unis où ils font l'exploitation. Alors ça c'est les chiffres sont 1 trillion de pieds cubes. Hein. Dans les gaz, on parle des pieds cubes. Ce n'est pas des barils comme dans le pétrole. Donc, les vrais exploitants sur la planète, pour le moment, c'est seulement les États-Unis. Mais il y a autres 2 gros joueurs, l'Argentine et la Chine, mais avec pas mal de problèmes, en particulier la Chine, parce que en Chine, les gros des réserves, ils seraient dans les bassins d'un pays qui borde les secteurs proches du Tibet et donc dans des régions qui n'ont pas beaucoup de réserves d'eau pour faire la fracturation hydraulique. C'est la même chose en Australie, c'est au centre du désert australien. Donc, autres types de fracturation, ils sont à l'étude, comme les fameuses fracturations à gaz et d'autres types de fracturation, parce que si on veut aller exploiter ces ressources, ils seraient dans des endroits où on n'a pas de grosses réserves d'eau pour pouvoir fracturer la roche et extraire les gaz de schiste. Il manque un gros joueur, que c'est la Russie. Hein. Bien sûr, aussi la Russie a
Il y a un rapport américain qui montre qui sont les potentiels. Je ne me souviens pas exactement des chiffres. Mais bien sûr, à toute la partie sibérienne où il y a les gaz conventionnels, il y a aussi bien sûr du shale gaz potentiellement à exploiter. Alors, c'est quoi ces problèmes avec les shale gaz? Alors, ça, c'est ce que je dis toujours, c'est un sketch, un profil, un cartoon fait par un chimiste. On le voit tout de suite parce que ça, c'est pas un arbre de Noël, c'est un faille. Donc, un géologue, il a fait de façon différente, mais c'est Anya qui avait fait très joli ces cartoons animés pour montrer qu'est-ce qui se passe, qui sont les problèmes environnementaux liés à l'échec de gaz. Donc, quand on veut exploiter, alors qu'est-ce que c'est l'échec de gaz? Ben, c'est du gaz méthane qui n'est pas contenu comme dans un réservoir conventionnel dans un roche perméable, c'est ce qu'on appelle un roche réservoir. Mais vu que sur la planète, on a presque exploité tous ces gros ressources dites conventionnelles, aujourd'hui, on va aller chercher où ces ressources ont été créées. Ça veut dire on va dans les roches-mères qui produisent du méthane ou du pétrole. Donc, on va pratiquement presser l'éponge des roches-mères pour pouvoir sortir les dernières gouttes des hydrocarbures qui ont été produits dans ces bassins. Et le problème des roches-mères, c'est que bien sûr, ils sont des roches qui sont très imperméables. Souvent, c'est des argiles, des mudstone, etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les fracturer. Donc, pour ces raisons, ce qu'on fait, c'est on fait un pli dit horizontal. Alors, dans la réalité, il n'est pas comme ça, hein, à 90 degrés. Hein, c'est un pli dévié qui devient horizontal et qui peut faire quelques kilomètres sur l'horizontale. Et dans ces zones de production, donc dans les zones de forage, aujourd'hui, les derniers modèles de foreuse, ils peuvent faire jusqu'à 12 ou même 16 puits horizontaux en partant d'un même pas, de la même plateforme de forage. Et donc, on va avoir à disposition en surface des roches beaucoup plus important. Et ce qu'on fait, c'est qu'on appelle la fracturation hydraulique. J'ai une belle animation, mais pas ici, mais je n'ai pas le temps de vous montrer. On pourra rediscuter si quelqu'un a des détails. Donc, ce qu'on fait, on envoie du sable et de l'eau à haute pression avec des additifs chimiques et on fracture à pression la roche autour du forage. À entre 30 à 60 mètres autour du forage, on a un nuage de fracturation, donc les gaz ils peuvent passer à travers les fractures et il va être ramené vers la surface. Alors, ces gaz, ils peuvent prendre différentes voies vers la surface. Alors, si tout va bien et le puits est bien fait, votre molécule de gaz, ils vont à la surface, ils vont être récupérés et ramenés dans un méthanoduc et ramenés pour être distribués. Quelquefois, il y a une partie qu'on les perd dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle une partie fugitive gaz, donc des émissions naturelles dans les zones de production, qui peut être très important. On va discuter après. Mais ce qui préoccupe plus les gens, c'est que souvent, on a eu des problèmes des ciments qui couvrent, qui renferment ce qu'on appelle les casings, donc les coffrages des puits. Donc, il y a des fractures à travers les coffrages. Et donc, les gaz méthane qui arrivent proche de la surface, ils peuvent rencontrer un aquifère. Et les méthanes allaient une solution de l'aquifère. Et donc, ça, c'est une des grosses questions. Et pratiquement jusqu'à aujourd'hui, on a démontré pour le moment que tous les cas de pollution environnementale liés à l'exploitation des chais gaz est dû à de mauvais coffrages des puits. Il n'a pas encore été démontré qu'en revanche, il y a cette autre voie qui préoccupe aussi les gens. Ça veut dire que les fractures artificielles produites dans la roche, ils rencontrent des fractures, des failles naturelles, et qui arrivent à la surface où il va contaminer l'eau de surface à travers des failles. Mais sinon, dans notre travail, on a montré que pour certains puits, on a une relation inverse entre la distance au puits et la concentration des gaz méthane. Ça veut dire, plus on est proche d'un gros faille naturel, plus on a du gaz méthane dans l'eau souterraine. Donc, il y a un rôle qui joue aussi les failles, mais pour le moment, dans toutes ces zones connues comme en Pennsylvanie, pour le moment, tous les problèmes de fuite de gaz est dû à un mauvais coffrage. Donc, si on a un roche-mère dans un bassin versant, ça c'est une des dernières dessins de Michel Lettier qui part à la retraite. Comment ces méthanes, ils peuvent s'aller cumuler, bien sûr dans l'eau souterraine par exemple, ou comment ils peuvent être mis à la surface. C'est ça que je m'étais intéressé. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire des calculs et
connaître qui sont les sources possibles d'émissions naturelles, artificielles, et si je peux faire des calculs. Donc, ce que j'ai fait, en utilisant les basses terres du Saint-Laurent, on a fait ces travaux. Alors, vous pouvez avoir, ça semble bizarre, mais il y a une étude très sérieuse faite en Angleterre, je vous montrerai après la comparaison avec les nôtres. Vous pouvez émettre de l'atmosphère votre gaz méthane. Quand vous allez boire votre eau, vous allez l'extraire pour l'agriculture, l'industrie, etc. Donc, vous ramenez à la surface votre eau et les méthanes à la température et à la pression atmosphérique qui est très peu soluble. Donc, pratiquement tous les gaz méthane, ils s'échappent. Vous verrez qu'il y a quand même une certaine quantité d'émissions qui sont relativement importantes. L'autre, c'est à travers les cycles de l'eau, parce que l'eau, dans son voyage, va arriver à l'exemple de décharge, ça veut dire les résurgences. Ici, dans les basses terres, presque tout l'aquifère que l'on a étudié, l'aquifère fracturé ordovicien, l'exemple de résurgence, c'est les petits tributaires ou les Saint-Laurent, donc les petits et grands fleuves de la région. Et après, vous pouvez avoir naturellement aussi ce qu'on appelle en anglais les macro-microseepage, ça veut dire les suintements microscopiques ou macroscopiques. Les macroscopiques, c'est souvent ce qu'on voit dans les photos des espèces de volcans d'égout avec des émissions de gaz. Vous pouvez allumer votre flamme. On a un exemple très beau ici dans les Basses-Terres, à côté des Trois-Rivières, où vous avez la fontaine du diable, qui c'est une émission donc macroscopique des gaz méthane naturels, par exemple à travers une faille, où vous avez une remontée par diffusion à travers les sols qu'on appelle le microseepage. Et là, je ne pourrais même pas vous montrer en photo parce qu'on ne les voit pas. Généralement, on utilise des pistolets à l'infrarouge et autre chose parce que on peut voir par l'absorption thermique les gaz méthane sortir du sol, mais vous verrez rien si vous êtes présent. C'est vraiment très diffus. Et après, bon, bien sûr, si vous allez faire des exploitations des shale gaz, donc des shale gazifères, vous pouvez avoir de l'élargage du méthane pendant l'opération de flowback recovery. Flowback, c'est quand vous récupérez l'eau de fracturation, vous la ramenez à la surface, et cette eau est extrêmement riche en sel et méthane et autres choses qui ramassent bien sûr en profondeur. Et cette eau est dégazée dans des gros conteneurs avant d'être traitée et transportée. C'était une des grosses questions ici au Québec. Plusieurs municipalités ne voulaient pas avoir ces gros conteneurs avec de l'eau, des reflux provenant des forages. Et bien sûr, quand vous êtes en exploitation, vous avez ce qu'on appelle les fugitive gases, qui se peut être ces gaz qui s'échappent via les coffrages ou à travers la tour des forages ou des productions. Et ça, c'est les plus difficiles à mesurer. Donc, je ne parlerai pas. Je montrerai juste les résultats des études qui étaient faits par satellite, par exemple, sur les 3 plus gros gisements des shale gas Marcellus. Ça, c'est shale gas et oil gas. Oil shale, ça veut dire on fracture la roche pour récupérer du pétrole. Et les Bakken, que c'est les fameuses champs du nord de Dakota américain, qui est un champ de oil shale. Ça veut dire qu'on fracture la roche pour récupérer du pétrole et pas du méthane. Et ils ont mis un spectromètre d'absorption sur un satellite et ils ont calculé qui sont les émissions dans ces secteurs de production américains. Comme je disais, certains ils les font par aéroportée, il y a des gens qui commencent à utiliser les drones, il y a des chiffres qui vont dans tous les sens, mais c'est préoccupant comme chiffre parce que vous voyez, par exemple, pour ces 2 champs, les 2 ils font environ un téragramme par année, donc c'est des milliards de grammes de méthane par année émis, environ 1,2 si on fait la somme de ça, ou 2. Et ça c'est énorme parce que Éthiopie avait calculé que tous les champs pétroliers de la planète, l'émission de gaz méthane était entre 10 et 20 téragrammes par an. Donc vous voyez que 2 nouveaux champs comme de ce type, ils font déjà presque les 10% de la totalité de la planète. Donc c'est des figures à revoir, qu'on aura de plus en plus ce type de données concernant les émissions dues à l'exploitation. Mais on revient sur les émissions dues naturelles. Avant ça, je vais vous montrer donc 2 ou 3 slides concernant les résultats principaux des études dans les Basses-Terres. Ça semble les Basses-Terres, mais en réalité c'est une photo de nouveau de la Pennsylvanie, mais ça faisait très Basses-Terres. Alors on va parler donc de l'échelle de l'Utica, des Basses-Terres, donc de ces régions
ici dans l'est du Canada, donc au Québec, où il y a les potentiels de plusieurs trillions de pieds cubes de gaz. Donc l'étude qu'on avait faite en 2013, ça concernait donc ces secteurs ici entre Montréal et Trois-Rivières. Ici, vous avez noir les points d'échantillonnage. Donc c'était 3 bassins versants, la Montérégie qui était étudiée par l'INRS, René Lefebvre, et NSF, donc Nicolas Saint-François et Bécancourt, qui est étudié par les groupes ici de Marie-Laroque. Donc on a sélectionné 130 puits, desquels on connaissait l'hydrogéochimie et l'hydrogéologie, parce qu'ils sont des puits qui ont été utilisés pour les projets PACES du ministère de l'Environnement. Donc on avait déjà pas mal de données, mais pas celles du méthane. Et ici, vous voyez ces petits points jaunes, c'est les points qui sont les forages des fracturations hydrauliques. Alors dans les basses terres, on parle ici de 15 000 km², on a eu que 29 puits forêts et seulement 18 qui ont subi la fracturation hydraulique. Donc on peut considérer cet bassin encore un bassin vierge où les méthanes présents, c'est les méthanes qui remontent naturellement ou par les roches-mères ou par d'autres raisons. Et donc on a allé étudier les méthanes et d'autres gaz en connaissant l'hydrogéologie de la région. Donc tous les puits ont été faits dans ce qu'on appelle l'aquifère fracturé de l'Ordovicien. Il y a d'autres petits aquifères desquels l'extension est encore mal connue. Michel ici a travaillé un peu sur les extensions. C'est celle quaternaire dans les sables, mais là vraiment ça touche les fracturés ordoviciens. Alors ça c'est la géologie pour les nuls, pour juste vous rappeler, hein, avec un transect nord de sud, disons, à travers les basses terres. Donc on est dans un secteur où on a surtout l'échelle de Lorraine qui affleure. Et ici, vous avez les groupes de Santa Rosalie et les chais de l'Utica qui sont en profondeur entre 700 et 2000 mètres dans la zone considérée productive pour les gaz méthane. Et donc, c'est les seules 2 couches qui sont nécessaires à se rappeler dans cette étude, qui font partie donc de la série du supergroupe des basses terres du Saint-Laurent, avec des âges donc ordoviciens. Donc, juste pour vous rappeler, l'Utica, c'est pas un vrai shale, hein, 60%, 70%, c'est des carbonates. Et les Lorraines, en revanche, plus silteux, plus argileux. Donc, pratiquement, les Lorraines, il y a plus de matière organique que l'Utica. Il pourrait être même plus intéressant, mais vu qu'il est plus silteux et plus riche en argile, et plus difficile à fracturer. Donc, les pétroliers sont plus intéressés à l'échelle de l'Utica, qui est facilement fracturable compte tenu qu'il a 70%, c'est un carbonate. Alors, on connaissait déjà qu'il y avait du méthane dans les basses terres. Il y a eu Clark de la commission géologique qui a fait beaucoup de travaux dans les années 50. Il avait observé dans 600 puits dans les basses terres qu'il y avait du méthane, mais on n'a pas vraiment des données des concentrations et on n'a pas non plus des isotopes. Les peu d'isotopes qu'on avait du carbone qui nous permet de définir si le méthane est d'origine thermogénique, ça veut dire il vient de la maturation des roches-mères, ou biogénique, ça veut dire est produit par des bactéries proches de la surface. On l'avait que pour vieilles forges et bien sûr pour les réservoirs naturels de gaz qui étaient connus, comme les Saint-Flavien et Pointe du Lac, qui aujourd'hui ont été vidés de leur gaz naturel produit et sont utilisés pour le stockage du gaz métro. Donc on a très peu d'informations sur la région du point de vue du méthane, soit une concentration qui est rapport isotopique. Ça, c'était la carte qu'on avait produite par grillage, qui dit ouais, les produits avec les données du méthane, qui ça montre des concentrations qui sont très variables. Donc, on va des concentrations très faibles de quelques pourcentages de milligrammes par litre de méthane jusqu'à 49, ici à 46, milligrammes par litre. C'est un piézomètre qu'on avait installé nous-mêmes, qu'on avait foré, qui est ici dans la région de Bécancourt. Et vous voyez qu'il y a certaines anomalies, en particulier autour de Montréal. Il y a pas mal d'anomalies. Ici, c'est centenaire. Et autour de Bécancourt. Donc, ça, c'est les concentrations. On avait vraiment une différence des concentrations entre les Appalaches et les basses terres. Les Appalaches, les niveaux de concentration extrêmement faibles. On les voit ici. La moyenne, c'est 0,7 mg, tandis que vous avez 10 fois plus, 6 mg dans les basses terres. Par contre, comme on verra ensuite, les seuls puits qui vraiment donnent la signature thermogénique des chefs de l'Utica, ils étaient mesurés dans les Appalaches, pas loin de Victoriaville.
Vous verrez que la majorité des gaz ont une autre origine mixte. Alors, juste pour vous rappeler, quand on parle, par exemple, des 46 mg par litre, la limite en Pennsylvanie, et ce qui était proposé au Québec pour les méthanes dissous dans l'eau, c'est 7 mg par litre. La solubilité à la température des 15 degrés du méthane, alors l'eau souterraine est ici autour de 10-12 degrés, hein, quand vous la extraitez en profondeur, c'est 28 mg par litre. Ça veut dire que si vous rencontrez un puits qui a 46 mg par litre, ça veut dire que les puits explosifs, ça veut dire que vous pouvez avoir une phase libre des méthanes qui va s'accumuler, et donc c'est dangereux, parce que si vous allez avec votre briquet pour voir qu'est-ce qui se passe, ben, il peut y avoir une explosion. Mais comme je disais, il y était un seul point, mais il y a d'autres points qui effectivement ont des valeurs entre 10. Sur 130 puits, si je me souviens bien, on avait une vingtaine de puits qui avaient des valeurs qui étaient supérieures à les 7 mg par litre. Je n'ai pas en tête exactement tous les chiffres. Alors, je comparais ça, la concentration du méthane qu'on a trouvé dans les basses terres, en anglais j'ai mis le synonyme St. Lawrence, ici. Les rouges, c'est la médiane et la moyenne, c'est les bleus. Donc, j'utilise toujours ces deux valeurs statistiques pour comparer. Donc, vous verrez toujours ce type diagramme rouge, médiane, bleu, moyenne. Je l'ai comparé avec d'autres travaux qui ont été faits pour les zones en prospection où il n'y a pas de fracturation. Donc, c'est le sud de l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Central New York, le nord-est de Pennsylvanie et le Maryland. C'est des études, en majorité, c'est des rapports des services géologiques qui sont encore même pas publiés. Et vous voyez, et ici, j'ai reporté Marcellus et Barnett, les concentrations mesurées dans les puits où on sait qu'il y a des puits, des gaz fugitifs, et c'est l'exemple vraiment de forte exploitation. Et vous voyez que les basses terres du Saint-Laurent, quand même, c'est une des aquifères les plus méthanogéniques qu'on a dans celles étudiées jusqu'à aujourd'hui dans l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que les concentrations naturelles, ils sont quand même importantes. Mais à nouveau, c'est des concentrations naturelles. Il n'y a rien à voir avec l'exploitation, on n'est pas exploitation. Même les moyennes, ils se rapprochent des moyennes qu'on trouve en revanche dans les zones d'exploitation. Quand même, naturellement, c'est aquifère et plutôt méthanogénique, comme on dit, ça veut dire riche en méthane. Alors, quelle est l'origine de ces méthanes? On avait regardé les isotopes du carbone, donc les rapports 13 sur 12, parce qu'il est très sensible à l'origine du méthane. Vous avez deux origines du méthane. Ou ça vient par la maturation des roches mères, des méthanes thermogéniques, qui a des valeurs relativement lourdes, riches en carbone 13, donc des valeurs entre moins 50 à moins 30 pour 1000. Et après, vous avez les méthanes dites biogéniques produits par les bactéries qui sont dans leur métabolisme, ils rejettent comme waste, comme les méthanes, entre moins 70 et moins 110. Ça veut dire que c'est un méthane très léger d'un point de vue isotopique, beaucoup plus riche en 12 qu'en 13 comme masse du carbone. Et si vous avez, par exemple, la concentration du méthane contre les rapports isotopiques du carbone, et on voit que les puits qui sont les plus riches en méthane, donc vous voyez cette douzaine de puits qui ont entre 10 et presque 50 mg par litre, ils ont un signature isotopique qui indique, alors ici vous êtes un thermogénique, bactériogénique, ou qui sont d'origine bactérienne, ou qui sont d'origine mixte. Donc c'est un mélange entre quelque chose qui vient de la maturation au déchet de Lorraine et de Utica, et une partie du méthane qui est produit par les bactéries. Vous pouvez voir mieux ça dans un autre diagramme où on rapporte les rapports isotopiques du carbone contre la concentration du méthane sur les autres deux alcanes un peu plus lourds, l'éthane et le propane. Ici, c'est 2, c'est 3. Il faut savoir que les bactéries sont capables de produire du méthane. Semble-t-il un petit peu d'éthane, mais pas du tout des propane. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est les bactéries, il doit avoir une signature légère du carbone, et ces rapports, il doit être très élevé parce que le dénominateur est très petit. Vous produisez quasiment que du méthane. Donc, les domaines du gaz méthane biogénique ici, les domaines du gaz thermogénique ici, vous produisez les trois, donc le dénominateur est plus grand, les rapports est plus petit, et vous avez une concentration plus élevée. Vous voyez que vous en avez deux qui sont vraiment implants dans la zone de production de l'échelle de Utica et Lorraine, donc il y a une signature probablement des séchés. Un des deux, comme je disais, il vient de la région de Victoriaville, dans les Appalaches. Tous les autres, ils semblent être en mélange avec du biogénique, donc comme l'autre figure, et ces points qui sortent de ces parties, ça pourrait être des gaz biogéniques qui a subi une oxydation. Quand vous subissez une oxydation,
vous changez pas ces rapports, ou très peu, mais vous alourdissez les rapports isotopiques, vous perdez du carbone 12 par rapport au carbone 13. Donc, les points ils sont déplacés dans ce secteur ici de ce diagramme. Donc, en gros, vous avez un mélange de deux sources dans ces secteurs. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est le travail nouveau que j'avais fait, je me suis dit, on va calculer un peu qui sont les flux qu'on devrait s'attendre, vu les concentrations dans ce secteur. Alors, là, c'est par abstraction humaine, c'est simplement la concentration moyenne ou médiane que vous avez du méthane dans l'eau pour les quantités consommées dans la région. Alors, grâce au projet passé, c'est toutes des données qu'on a dans les différents rapports, heureusement, parce que je ne peux pas aller interroger 2 millions de Québécois pour demander combien ils consomment d'eau. Donc, on a ces données. Et donc, je me suis amusé à faire des calculs, tout simple, tout bête. Alors, bien sûr, il faut assurer que le système est conservatif, tout ce que vous voulez, mais c'est déjà, ça vous donne une idée. Donc, Bécancour, on consomme 5 millions de mètres cubes par an d'eau, 23 millions de mètres cubes par an pour donc utilisation humaine, agriculture, industrie, dans Nicolet-Saint-François et 28 millions dans la Montérégie-Est. Ok. Et ici, j'ai rapporté les médianes ou les moyennes, les médianes, les valeurs médianes, par exemple. Vous voyez, c'est très similaire, c'est autour de 0,1 mg par litre, la valeur médiane du gaz méthane. J'ai utilisé comme toujours médiane et moyenne. Et je suis allé calculer les flux en téragrammes par an. Quand on parle de flux de méthane, on calcule toujours d'un point de vue planétaire par téragramme par an. À nouveau, rouge, en utilisant la médiane, en utilisant la moyenne, c'est bleu. Et là, c'est les concentrations, les flux. Ça vous parle pas beaucoup, ça vous dit qu'il y a entre 10-6 et 10-5 téragrammes par an. Alors ça parle pas beaucoup, mais je suis amusé parce que quand je fais ce travail pour la station là, j'avais lu un papier justement des gens, Goody et Darling, qui sont deux hydrogéologues très connus de la Geological Survey britannique, qui avaient fait ces études pour les 6 plus grands aquifères d'Angleterre, où pratiquement on sort 95% de l'eau potable des Anglais. Et c'est étonnant de voir que si on prend tous les basses terres du Saint-Laurent, et on regarde les résultats de ce travail avec les Anglais, on voit que, à part si on utilise la moyenne, les Anglais sont un peu plus hauts que nous. Par exemple, si on prend la médiane, on émet plus de méthane dans les basses terres du Saint-Laurent, sur ces 15 000 km², que tous les Anglais. Il y a 3 raisons à ça. Alors ça, c'est les gros aquifères qui ont été étudiés. Les premières, qui est 15 000 km², quand on est en Amérique du Nord, moi je viens de l'Europe, mais après 11 ans, je me suis habitué à les gros espaces américains, tu as l'impression que c'est tout petit. Les 15 000 km², ça équivaut aussi à pratiquement toute la surface du Chalk Aquifer, c'est les fameux aquifères qui donnent l'eau à la ville de Londres. Donc c'est les plus gros aquifères de l'Angleterre du Sud, donc quand même c'est un gros surface. Et l'Angleterre, la moyenne les concentrations du gaz méthane, c'est 1 à 7 microgrammes par litre, tandis qu'ici on a autour de 150 microgrammes par litre. Donc on a 10 à 100 fois plus de méthane que les aquifères anglais. Et après, la troisième raison, on la connaît tous, les Anglais préfèrent boire de la bière que de l'eau, et donc ils consomment beaucoup moins que nous. Ça, c'est moins géologique, mais c'est la troisième raison. Donc vous voyez que quand même, juste par installation humaine, on émettrait pas mal de gaz méthane, mais vous ne vous préoccupez pas, vous verrez avec d'autres que c'est toujours relativement petit. Après, je me suis fait des calculs de flux en me disant, les cycles de l'eau, il prend en charge ces méthanes, il va les décharger donc de l'atmosphère au moment que l'eau remonte à la surface à travers les résurgences. Alors, vous pouvez les calculer en connaissant les taux de décharge de ces bassins versants, là, à nouveau, c'est des données PACES, multipliées par les concentrations en méthane. Alors, bien sûr, il faut assumer que c'est conservatif. En réalité, étant en partie d'origine bactérienne, les méthanes, ils peuvent être oxydés, perdus, etc. Donc, c'est à nouveau, c'est tous des calculs très conservatifs. Mais on peut aller voir quel type d'émission naturelle on peut avoir du méthane. C'est tout cet eau, il va se décharger. Et donc, à nouveau, là, c'est les millions de mètres cubes
cubes d'eau qui sont déchargés par les systèmes aquifères, donc par ces grands aquifères, dans les trois versants. C'est des données passées à nouveau. Et j'ai réutilisé la médiane et la moyenne que j'ai calculée tout à l'heure. Et j'ai rapporté ça contre celle de l'abstraction humaine. Et vous voyez que naturellement, les cycles de l'eau, ils émettent beaucoup plus de gaz, jusqu'à 10-2, presque téragrammes par an, contre les 10-4 environ maximal par station humaine. Donc vous avez 2 ordres de grandeur plus d'émissions de méthane naturelles qui se produit dans l'eau quand il y a des décharges. Est-ce que je peux encore 10 minutes? Moi? Ça va? Alors, quand j'ai travaillé sur ça, je me suis dit, mais ok, bon, ça décharge pas mal, mais si on devait faire vraiment la fracturation hydraulique ici dans les basses terres, on allait exploiter les puits, qu'est-ce que seraient les émissions, par exemple, liées au moment de la fracturation? Donc, quand on va récupérer ce taux de fracturation, combien de gaz méthane on va émettre? Après, comme je disais, quand c'est vraiment les champs et production, là, c'est ce qu'on appelle les gaz fugitifs. C'est beaucoup plus complexe à calculer parce qu'il faut des données vraiment des terrains qu'on n'a pas, heureusement, parce que pour le moment, on n'a pas d'exploitation. Donc, on n'est pas en train de diffondre du méthane à travers les champs de production. Donc, les calculs un peu plus complexes, mais ça ressemble à les mêmes. Alors, on sait aujourd'hui combien ça utilise des volumes d'eau pour une fracturation hydraulique, les nombres de fracturations hydrauliques par puits. Il faut connaître aussi combien d'eau on récupère à la surface, et ça c'est des données qui ont été calculées par Christine Rivard de la Commission géologique du Canada. Et il faut connaître la concentration du méthane à la pression et température et profondeur. Ça aussi, on peut faire des calculs parce qu'on connaît la zone de production, à quelle température et à quelle profondeur plus ou moins ils sont. Donc, on peut faire des calculs et s'amuser. Et dans les rapports du BAP, il était indiqué qu'ils étaient les scénarios de fracturation hydraulique dans la région. On prévoyait 3 scénarios sur ces 15 000 plus ou moins kilomètres carrés de zones exploitables et de chefs gaz. Sur 10, 15, 20 ans, entre 1000 à 10 000 puits, au milieu 10 000 plateformes de forage. Chaque plateforme de forage, 6 puits. Ça veut dire que vous avez de 6 000 à 60 000 puits horizontales forêts dans les basses terres, si on avait fait donc l'exploitation, avec une profondeur moyenne de 2000 mètres. Les calculs que j'ai fait, c'est prenant une gamme de profondeurs et les températures. Chaque puits, il subit 15 stimulations, ça veut dire 15 fracturations en différents endroits du puits, et il utilise 1200 mètres cubes d'eau. Ça, c'est des données publiques de Stalisman, qui était une des opérateurs dans la région et qui ont été reportées dans les BAP. Et la concentration à la température et la profondeur, ils sont plus importantes qui est surface, c'est entre 2,3 et 3,2 grammes par litre. Et les taux de récupération de ces taux qu'on utilise pour la fracturation, Christine, il a calculé une moyenne pour ces régions qui devraient être autour de, sur la base aussi des données, je suppose, des fracturations, autour de 45%. C'est-à-dire que 50% de l'eau, il reste en profondeur et 5 ans, on la récupère. Et ici, j'ai reporté à nouveau en calculant cette fois, ça c'est médiane et moyenne. Ici, en revanche, c'est minimum et maximum d'estimation parce qu'on change de pression, température, donc les estimations des concentrations du méthane, ils changent un peu. Ça, c'est pour la station humaine, ça, c'est pour la décharge d'eau, et ça, c'est pour les 3 scénarios de fracturation. Et on voit que si on regarde la médiane, la fracturation hydraulique, les scénarios les plus simples, les scénarios les plus, avec le plus de puits, on aurait presque un ordre de grandeur de plus d'émissions de méthane. Par contre, si on regarde les moyennes, la décharge d'eau, il serait très similaire à celle qui produirait par an, ça c'est divisé par an, donc divisé sur les 10, 20, 15 ans. Ce qui est émis naturellement par les cycles de l'eau, il serait proche de ce qui serait émis artificiellement pendant la récupération de cette eau qui est utilisée pour la fracturation hydraulique. Légèrement un peu plus élevée pour celle avec 60 000 puits horizontaux, donc 10 000 plateformes de forage. Donc vous voyez que quand même, la décharge d'eau, les émissions naturelles, il peut être très important dans une région sans savoir à quoi faire avec de la fracturation hydraulique. Alors, il y a un autre qui est beaucoup plus compliqué à calculer. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, mais je vais juste toucher un mot. Parce qu'il y a en plus, et ça relie un peu aussi à la décharge d'eau,
c'est est-ce que à partir de l'aquifère et revanche, on a une diffusion des gaz vers la surface? Est-ce qu'on pourrait les calculer? Il y a des gens qui ont suggéré ça, de les faire en utilisant les flux de l'hélium. On sait que dans les bassins sédimentaires, il y a beaucoup d'hélium qui est en excès dans les aquifères et on considère que cet hélium qui est en excès dans les bassins sédimentaires est dû à un flux basal, un flux qui vient de l'hélium qui est produit, l'hélium 4 que vous voyez là, c'est produit par l'uranium et thorium dans les roches. Et donc, toute la côte continentale, il dégaze naturellement ces héliums qui arrivent à la surface. Donc, s'ils interceptent des aquifères, il va être retenu dans l'aquifère. Effectivement, si vous faites les études mondialement dans les aquifères, on a toujours des anomalies d'hélium 4. Et même ici dans les basses terres, on a quelquefois trop d'hélium par rapport à ce qui pourrait être produit dans l'aquifère, dans l'eau. Et donc, si on connaît les flux d'hélium et on connaît les rapports entre hélium et méthane, à nouveau, il faut être conservatif, on pourrait faire des calculs. Alors, on s'amusait à ça, mais c'est très, très aléatoire parce qu'il y a plein d'assumptions à faire. Effectivement, nous, ce qu'on avait découvert, donc c'est les modèles, c'est qui dit que si vous avez un aquifère avec l'eau qui voyage à certaines vitesses et vous avez un flux d'hélium qui rentre, vous avez un gradient de concentration, et à travers ces gradients de concentration, vous pouvez calculer quel est le flux d'hélium qui rentre dans l'aquifère et celle qui sort. Nous, ça, ce qui nous intéresse, c'est celle qui sort et qui arrive jusqu'à la surface. Et effectivement, dans les basses terres, on avait calculé qu'on avait trop d'hélium par rapport à celle qui pouvait être produite dans l'eau. Ça, c'est un diagramme où on reporte les âges carbone 14 de l'eau contre les âges calculés sur la base de l'uranium-hélium. C'est-à-dire que on connaît les quantités d'uranium dans la roche, on connaît combien par an on produit de l'hélium, donc on peut calculer combien l'eau, les temps de résidence de l'eau qui doit rester dans l'aquifère pour produire cet hélium. Les deux âges ils doivent être pareils, et en revanche on voit que les deux âges ils sont pas égaux, ça c'est la ligne 1, à part non, ça c'est même pas la ligne égale à 1, la ligne 1, oui, ça passe par là. Donc, ça indique qu'on a trop d'hélium par rapport à les vrais âges carbone 14, c'est-à-dire qu'on a des excès d'hélium. Et donc, nous, on avait fait des calculs de flux et on avait calculé effectivement avec des petits flux d'hélium qui rentreraient dans les aquifères et qui sont perdus. Donc, si on a les rapports méthane-hélium et en utilisant les flux d'hélium, on pourrait calculer qui sont ces flux des méthanes qui peuvent arriver jusqu'à la surface. Alors, ça, c'est ce que j'appelle un diagramme des jeux chimistes, parce que c'est un log, et vous voyez rien, mais moi, je vois un trend. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine relation entre les méthanes et l'hélium. Et donc, on peut calculer, grosso modo, qui est les rapports entre les méthanes et l'hélium. Comme je dis, récalculer, en utilisant les flux d'hélium qu'on vient de calculer, on peut calculer qui sont les flux d'hélium naturel qui arrivent à la surface par diffusion ou autre, à travers les aquifères. Et les résultats, ils montrent que cette diffusion de méthane, à la fin, il n'est pas très important. Ici, je l'ai rapporté contre la station humaine et la décharge humaine. Et on voit que cette méthane qui arrive par diffusion, par un flux à travers les systèmes des aquifères, il pourrait être très très faible dans la région, proche celle de la station humaine ou même moins. Ici, c'est une erreur, j'ai inverti les couleurs, mais c'est rouge ici et bleu. Désolé, c'est une inversion des couleurs. Mais ça, c'est en utilisant le médian et ça, c'est en utilisant la moyenne. Donc, en conclusion, les concentrations que nous, on a mesurées dans les basses terres du méthane, il peut monter jusqu'à, c'est pas 86 mg, pardon, c'est 86 microgrammes par litre en moyenne, donc c'est 0,86. Il est rend une des aquifères les plus riches en méthane naturel de l'Amérique du Nord, dans celles qui ont été étudiées jusqu'à ce moment pour les quantités naturelles du méthane. Il reste en moyenne relativement faible, hein, c'est pas des grosses quantités. Comme je dis, il faut monter à des vrais milligrammes, 38 et 30 milligrammes. Là, on parle de microgrammes par litre. Et si on fait les calculs, ce méthane est mis naturellement dans l'atmosphère via les cycles de l'eau, parce que 95-86%, et seulement marginalement par l'utilisation humaine de l'eau, entre l'extraction de l'eau pour l'utilisation humaine,
ou pour des dégazages naturels à travers les sols de basse terre. Par contre, si on n'a pas de fracturation hydraulique, si on utilise les médiennes, on pourrait par an sortir entre 10 à 45 fois, émettre plus de méthane juste pendant les opérations de fracturation. Et après, bien sûr, il y a les problèmes de ces gaz fugitifs, desquels est très difficile de faire donc des estimations si on n'a pas des données de terrain, donc des mesures directes sur les terrains. Et très haute, juste pour un point important, ces dégazages naturels, il y a des travaux qui ont été faits dans d'autres bassins pétroliers, mais ils se basent pas sur ces calculs théoriques, c'est des vraies mesures de concentration avec des boîtes, on mesure les vrais flux dans ces régions. Et c'est une chose qui est importante à rappeler de ce type d'études, c'est qu'on a très peu de ce type de données. On a besoin d'avoir des données directes de flux dans ces territoires où il y a des provinces pétrolières pour savoir qui est le vrai dégazage naturel, parce que ça, c'est une des sources géologiques de méthane qui sont très importantes à bien estimer pour savoir combien ça joue comme rôle dans le budget total terrestre de la planète. Je m'arrête ici. Je vous remercie de votre attention et si vous avez bien sûr des questions, je suis ouvert à tout débat. Merci. Une question. Oui. Quand vous regardez les concentrations relativement élevées quand vous comparez aux autres pays, est-ce qu'à l'intérieur des bassins, est-ce que vous avez cherché à distinguer ce qui est sous la couverture des argiles marines plus récentes par rapport au reste du bassin, voir s'il y a une différence liée à ça? On a rapporté sur des cartes géologiques, on a regardé, Diogo il me corrigera, on n'a pas vu des différences. On n'arrive pas à voir des relations qui soient avec la lithologie, même avec les données chimiques, par exemple de l'eau, on ne voit pas de vrais patterns. Parce que quand je regarde votre carte, les zones foncées sont sous les argiles. Ouais. Plus ou moins. Ça, c'est un région qui est très particulier parce que l'étude de Montérégie-Est faite par René Lefebvre et son groupe, il a montré qu'il y a des eaux saumâtres. Il y a une circulation très réduite. Et dans les eaux saumâtres, ça c'est presque tout du bactérien comme le méthane. C'est des zones réduites et donc les méthanogènes, c'est l'endroit parfait pour eux pour pour prolifier et produire beaucoup de méthane. Donc il y a une espèce de relation, même si à nouveau très géochimique, log-log, entre la salinité de ces saumures et des eaux saumâtres et les concentrations de méthane. Donc c'est probablement une région très isolée où on peut produire beaucoup de méthane. En fait, ça se pose la question de l'échantillon lui-même. Il y a beaucoup de points, mais les contextes sont un peu différents. Est-ce que c'est toujours un échantillon d'eau qui vient d'un aquifère qui est au contact du dépôt quaternaire du roc? Ou est-ce que une contribution du roc fracturé, est-ce qu'on va plus profond? Quand je parle des rocs fracturés, c'est en fait le même. Leur démission, c'est l'aquifère qu'on appelle régional, fracturé, qui il change quelquefois, c'est-à-dire on a pris même depuis à Trois-Rivières parce qu'il était dans l'échelle de l'Utica, parce qu'à Trois-Rivières, l'Utica arrive presque à la surface, mais on ne voyait pas des grandes différences. Mais c'est clair qu'on savait bien de faire quai sur les Lorraines, quai sur... Il faut dire que dans la région qu'on a étudiée, l'affleurement les plus important, c'est les Lorraines. Si tu les rapportes sur la carte géologique, je dois l'avoir, mais c'est pratiquement ces secteurs, les plus gros affleurements, c'est les Lorraines. Et ça, c'est préoccupant, parce que les Lorraines, ils peuvent produire du bactériogénique et du thermogénique comme l'Utica Shale. Donc, les gens du ministère, ils m'ont posé la question, est-ce qu'on pourrait utiliser comme carte des risques, par exemple, et dire, dans ces secteurs, déjà, il y en a beaucoup pour X raisons géologiques. C'est encore pas clair pourquoi. Par exemple, on a vu que dans certains secteurs, il semble avoir avec la distance, avec ces gros vieux accidents tectoniques, une relation. Mais c'est difficile d'utiliser comme un cas du risque parce que si, par exemple, les gros qu'on voit actuellement, ils viennent de Lorraine et qui recouvrent l'Utica, les jours qui ont fait la fracturation de l'Utica, peut-être qu'il y aura un temps de retard avant de voir les vraies fuites qui viennent de l'Utica parce qu'en dessous, il y a déjà une couche qui est productive naturellement. Donc, c'est une situation qui n'est pas nécessairement facile. Parce qu'on a déjà une couche supérieure qui produit, d'un point de vue isotopique, pratiquement les mêmes types de méthane mix qui viennent de deux sources.
Juste une remarque, on parle c'est des puits qui sont essentiellement terminés, du moins dans la partie nord ou nord-est, là, qui sont terminés dans les chais de l'Utica ou du Lorraine. On peut dire un aquifère, mais c'est pas un aquifère riche, disons. On peut dire c'est même très pauvre. Et dans quel sens vous parlez de méthane ou de l'eau? Pas de l'eau. Oui. L'eau disponible, c'est pas très productif. C'est très local. Et donc, à ce moment-là, les pluies, c'est toujours une influence très locale. Ouais. Et la circulation est très locale. C'est clair, c'est très difficile. Plus on a des recharges variables, donc c'est difficile de faire des relations aréales, parce que c'est clair que les réservoirs n'est pas toujours... Puis en même temps, les comparaisons avec des aquifères comme ce que les Anglais écrivent, le Chant Aquifer, c'est un aquifère dans lequel on peut faire un puits municipal. Oui. Ici, il y en a très peu, il y en a une dizaine, c'est dans toute la région. Il y a une question en ligne de M. Savard. Oui. Là, les moyennes, je pense qu'ils sont juste des moyennes, je pense que c'est arithmétique, je ne me souviens pas si je l'ai fait géométrique. Je pense que c'est juste arithmétique. C'est la raison que j'ai pris médiane et moyenne juste pour donner deux champs des variations. Mais c'est clair que, vu les gaussiennes, la médiane, c'est ce qui représente mieux les concentrations, donc on devrait utiliser que les médianes, à mon point de vue. Une question, pas la partie abstraction, la partie naturelle, des champs naturels. Là, l'hypothèse est que la concentration mesurée dans les puits, en moyenne ou en médiane, c'est la concentration qui arrive effectivement à la surface. Donc c'est très conservatif. En réalité, c'est pas ça, parce qu'on peut avoir des phénomènes d'oxydation, comme j'ai montré à ton début isotopique. Donc une partie du méthane peut être perdue. À nouveau, ça c'est très conservateur. Ça c'est très difficile. On voit qu'il y a des phénomènes d'oxydation. À quelle étendue? Est-ce que c'est 10%, 50% qu'on perd le long de l'aquifère? Ça c'est très difficile. Et en plus, ça va être très variable dans des zones qui sont très réduites. On sait que l'aquifère au fond est très réduit parce qu'on a fait des études de l'uranium, les isotopes de l'uranium, donc en général très réduit, mais les zones plus proches des recharges, il y a encore un front redox où on peut avoir de l'oxydation du méthane. Donc ça, c'est clair qu'il faut les prendre maintenant. Une question à nous. Oui. Alors, dans l'étude qu'on a fait, je pense qu'étant les propanes, Anya, il avait trouvé 12 puits, 8 puits, c'est vraiment très peu. Les concentrations, elles sont très faibles. Je n'ai pas dans la tête, mais c'était pas plus d'une douzaine de puits qui avaient un peu d'éthane et propane. On avait essayé de faire aussi les isotopes, parce qu'on voulait voir s'il y avait ces fameuses inversions isotopiques de l'éthane et propane par rapport à les méthanes, pour voir si ça pourrait être un indicateur qui vient de l'exemple de production de l'échelle de l'Utica. Mais les concentrations, elles sont très très faibles. Mais il y a des puits qui montent de l'éthane et propane. Juste pour compléter, est-ce que vous avez des données du côté des essais qui ont été faits dans les essais de production, des teneurs d'éthane et propane? Ce que j'ai entendu, c'est que le gaz disponible est plutôt pauvre. Oui, on connaît un peu dans la littérature les données talisman, etc. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Le problème, c'est qu'il n'y a déjà pas énormément dans la source. Alors, dilué dans l'eau, bien sûr que ces quantités, c'est toujours le problème de mesurer les alcanes supérieurs, c'est qu'on ne les fait pas à la source, on les fait dans le milieu dilué. Donc, les concentrations, elles sont toujours minimes. Donc, c'est très difficile à mesurer. Alors, est-ce qu'il y a des études semblables qui ont été faites côté américain dans des bassins qui sont à peu près du même âge? Dans les New York, dans l'État de New York, on a fait une étude. Les concentrations, ils étaient un peu plus faibles. C'était une des diapos que j'avais montré. Eux, ils voyaient quelques relations avec la chimie de l'eau. Je n'ai plus dans la tête le travail là fait par Philippe Septal. C'est ça, Central New York. Ils sont, si on regarde la médiane, ils sont nord des grandeurs inférieures à les quantités de méthane. Et ça, c'est fait dans l'équivalence. C'est l'Utica Shale, c'est des rangs équivalents. Et pourquoi tu crois que c'est un ordre de grandeur plus bas à cet endroit-là, alors que dans les basses terres, ça serait
Quelle raison on peut évoquer? Non, justement, c'est qu'on arrive à voir pas des relations, probablement compte tenu de la dynamique de l'aquifère avec d'autres. Donc, honnêtement, je ne pourrais pas te dire pourquoi on est plus riche que ces. Là, c'est que j'ai un étudiant qui va répandre toutes ces données et faire des travaux un peu plus poussés statistiques, on voit par rapport à des lithologies, etc. Ça, c'est vraiment first order, comme on dit en anglais. Ouais. Donc, il faut faire un petit travail de feedback, etc. J'ai remis surtout ces données de base. J'ai parlé à Alberta, qui serait intéressant à voir. Il y a un papier qui est sorti, même pas il y a un mois, Applied Geochemistry, je crois. Et du côté américain, est-ce qu'on connaît les proportions biogéniques, thermogéniques, comparables? Les travaux qui ont été faits, c'est surtout en Pennsylvanie, c'est l'université de Duke. Et là, eux, ils l'ont fait dans des zones exploitées. Et donc, c'est clair qu'il y a plus de thermogénique qu'on voit que du biogénique. Dans ces autres travaux ici, il y a juste dans l'Ontario qu'il y a des données, ça montre toujours que ça mélange. L'Ontario, on connaissait déjà plus ou moins les teneurs, hein, c'est les vieux travaux de Haradane, tous les groupes de Waterloo, il a travaillé pas mal sur ça. Donc c'était là encore des mélanges thermogéniques et biogéniques. Dans les autres, c'est vraiment que les teneurs, c'est des travaux très locaux faits sur peu de puits par les géologues sur du point. Je pense que dans les basses-terres, vraiment le contexte quaternaire, ouais. L'Ontario, ça ressemble dans le sud-est de l'Ontario aussi. Ben, le type des roches. Donc, d'autres endroits, tu es assez haut dans le bassin. Ouais. Là, on n'a pas de puits pris dans les quaternaires. On a allé chercher que les fractures. Donc, les puits plus profonds. En réalité, la moyenne des profondeurs, c'est 40 mètres, hein, parce que l'hydrogéologie des basses-terres, on connaît jusqu'à 100 mètres, 150 mètres. Tous les aquifères plus profonds, on n'a pas de connaissances directes, à part les quelques rapports de bioforage, de SOKIP, etc. Donc, mais on n'a pas pris les quaternaires. C'est clair. On connaît des milliards de chiches quaternaires productifs. S'il y a d'autres questions en ligne? Je vois qu'il y a Charles la montagne. Hey Charles. Et je fasse attention aussi. Bonjour à Charles. Bonjour Charles. On a besoin d'argent, c'est ça. Beaucoup d'argent. Ouais, bonjour. Il a dit bonjour, mais il n'a pas dit s'il a de l'argent. Ça, c'est sûr. On discutera, je verrai Charles d'ici une semaine ou deux, on discutera de ça. Allez, il est en train de faire les calculs. Ça va, combien d'argent il reste au ministère. Ah, bon. Bon. Alors, si M. Bouillon n'a pas de questions finalement, donc on peut conclure la conférence d'aujourd'hui là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été présent en salle et en ligne. J'attends des confirmations pour les prochaines dates de nos conférences, donc tout cela vous sera suivi par courriel. Ah, M. Bouillon essaie à nouveau d'écrire. On remercie M. Pelletier pour sa présentation. Voilà. Oui, merci. 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 Ouais.